On avait parlé, bien sûr, on avait parlé quelques séances avant, à travers un rêve, même plusieurs rêves, de l'arrêt, de l'analyse. Et en même temps, je sais bien que ça s'arrête jamais, quelque part, hein. Mais là, il y a quand même une disparition tout à fait brutale. Et surtout, l'impossibilité, et c'est ça qui est c'est ce qui est le plus difficile à vivre, je trouve, d'en parler avec personne. Parce que au début, quand j'ai commencé, j'ai trouvé l'analyse pour parler des choses dont il n'est pas facile de parler. Et là, il n'y avait plus personne. Ce tableau, c'est le premier que j'ai acheté au début de l'analyse, au début des années 60. Et voici la baie d'Alger qui est dans le fond du tableau, où je suis né en 37 et où j'ai vécu jusqu'en 57. Mais je l'ai acheté d'ailleurs tardivement, hein, dans les années 80, après 25 ans d'analyse. Et le premier plan, c'est l'intérieur de la villa Abdeltif. J'ai mis beaucoup de temps à réintégrer mon histoire, je veux dire pas, ces paysages, qui me sont pourtant très familiers. L'Algérie, le Maroc, une famille divisée, difficile. Je n'étais pas désiré, j'étais comme... si je devais employer une image de géographie qui peut surprendre, j'étais comme sur l'autre rive d'un canyon et en face, ma mère avec les deux aînés. J'avais l'intuition qu'il fallait que j'ai une autre vie. Je veux dire par là que je voulais tordre le cou à l'histoire. Je voulais éviter la répétition. Il y avait eu des suicides, des tentatives. Je voulais vraiment changer, élaborer des projets. Je sentais en moi une... À l'époque, c'était plus de l'ordre de la survie que de la vie. Vous voyez, ce tableau, c'est l'extérieur de celui-ci. C'est-à-dire le dancing à la plage Padovani à Bab el Oued. Cette partie-là. C'est là que les deux couples que vous voyez là dansent le soir. Ce qui est resté précis dans ma mémoire, c'est que au fond, dès après la première rencontre avec Jean Clavreul, j'ai senti à quel point j'étais écouté pleinement. Ce que je disais me semblait légitime. Je veux dire, le regard et l'écoute de Clavreul m'ont frappé. Dire par là que... je veux dire que ce qui m'est apparu, c'est que c'était pas... Il ne posait pas de questions par rapport à ce que j'étais, mais plutôt par rapport à ce que je sentais que c'est ce que je disais. C'est ma parole qui était, pour la première fois de ma vie, pleinement reçue. Si je n'avais pas rencontré cet homme-là, bah je ne serais pas là. Je ne serais pas là à vous parler. J'y suis arrivée avec une pointe de mélancolie, avec une envie d'en finir. Et ça a été une lutte pendant 6 mois. L'analyse a commencé sur un truc assez spécial. Premier entretien, j'arrive donc, un peu impressionnée par le personnage. Alors, je raconte mon histoire, pourquoi je viens là, etc.
Et juste avant de partir, il me dit, bon, demain, à la même heure. Alors, je lui dis, d'accord, moi je répète, 15h15, il dit, à la même heure. Et puis, juste au moment où je m'en vais, il dit, 14h45. Alors, je pars avec ce doute, je dis, 14h45, qu'est-ce que... Je reviens le lendemain, alors pas savoir, au bénéfice du doute, vaut mieux que je vienne une demi-heure à l'avance. J'arrive donc à 14h45 et il vient vers moi tout de suite, toujours avec ses bras ouverts, comme ça, ses yeux délavés, là, bleus. Et en rigolant, il me dit « Ah, je vais pas pouvoir vous recevoir aujourd'hui. » Je descends l'escalier et là, j'ai une envie de rire, ça me fait rire. Je descends les escaliers et là, je comprends ce que j'avais dit de l'autre séance, du premier entretien. J'avais dit, je suis comme sur une bande de bébus, je ne sais plus où j'en suis, j'ai le doute de tout, c'est une folie terrible qui m'arrive. Couper la bande de Mébius, au lieu de la découper comme font tous les topologues le long de la ligne, lui, clac, il n'y a pas de même. Vous revenez demain à la même heure. Mais la même heure, c'était à chaque fois qu'il me disait ça, il changeait l'heure. Alors je disais 14h45, je dis à 15h. Et c'est comme ça qu'il m'a accroché en fait. Dans cette petite boîte. Voilà. Bon. J'avais fait une première tranche d'analyse avec un analyste qui était décédé subitement comme ça d'une crise cardiaque. Et j'avais donc repris une deuxième analyse avec quelqu'un d'autre. Et j'avais fait ce contrôle avec Maud Manoni. Et voilà, enfin, je racontais mes études universitaires et tout ça. Bon, je ne veux pas vous raconter tout, mais voilà, j'ai donné plein de détails, etc. Il a écouté très, très attentivement. Il n'a pas eu l'air ému quand je lui ai dit que mon analyste était mort. Alors que, quand même, ça faisait de l'effet d'habitude. Hein. Bon, enfin, moi, ça en avait fait déjà. Et puis voilà, je ne savais plus quoi dire. Et au bout d'un moment, il me dit « Quel est votre rapport à l'analyse ?» Ça peut sembler être une question tout à fait banale, mais moi, je suis restée bouche bée. Je ne savais pas du tout quoi répondre. Mon rapport à l'analyse, je venais de lui raconter tout ce que j'avais fait, justement dans le cadre de l'analyse, à la fac, etc., les contrôles. Et je ne voyais pas ce que je pouvais répondre, qu'est-ce que j'avais pu oublier. Bon, et alors... Je n'osais même plus regarder, je regardais par la fenêtre, je regardais les platanes, là, comme ça, qui montaient jusqu'au 3e ou 4e étage, je ne sais plus à quel étage il était. Bon, et puis là-dessus, il m'a dit « Revenez la semaine prochaine ». Voici un des carnets dans lequel j'ai noté les dates des séances avec Jean Clavreul. Et sur l'un d'entre eux, j'ai noté la totalité des séances. Ça peut paraître très comptable, il y en a eu 1578. Au début, 3 séances. Et là, j'ai noté le décompte des séances. Et en janvier 65, il est passé à une séance. J'étais complètement déconcerté. Et finalement, j'ai eu 846 séances jusqu'à la fin de l'analyse en octobre 84. J'ai décidé en janvier 90 de reprendre une tranche. Les séances étaient environ de 20 minutes, avec finalement beaucoup de silence de Clavreul. J'ai noté sur des feuilles la plupart des interprétations qu'il a eues, ça représente à peu près 3 pages. Finalement, les 1578 séances que j'ai pu avoir avec Clavreul peuvent représenter, sur 4 décennies, un temps relativement long, mais par rapport à la confusion dans laquelle j'étais, ça m'a jamais paru un temps très long.
première analyse a duré 8 ans. C'était 8 ans de cauchemar, où j'ai, j'ai lutté entre la vie et la mort pendant 8 ans, sans savoir à quel moment ça allait me prendre, ces crises. Parce que c'était du tout au tout. C'est vraiment ça, la mélancolie, toute gaie. Et puis d'un seul coup, boum, j'avalais tout ce que je trouvais dans l'armoire à pharmacie. J'ai fait ça 8 fois dans la première analyse, sans que l'autre, à m'écouter, me dise quelque chose ou ponctue quelque chose. Et j'ai dû interrompre cette analyse. Il n'y avait pas de présence. J'étais dans le vide. C'était vraiment une absence de mots, mais je ne sentais pas la présence de l'analyste. Or là, dès les premiers instants, il était là, incarné, dans le sourire, dans le regard, Et je pense que s'il n'avait pas été comme ça, je pense que je l'aurais fait pour le coup. Peut-être que ce qui m'a marqué à cette époque-là, c'est l'allure du bonhomme. C'est-à-dire, il correspondait peut-être pas forcément à l'image que je pouvais me faire d'un psychanalyste. C'est-à-dire, j'avais l'impression d'avoir quelqu'un d'un peu léonin, enfin, avec une grande stature, des cheveux abondants et longs. Une pièce en fumée. À l'époque, il fumait beaucoup pendant les séances. Voilà. La première fois que j'y suis allée, j'ai donné mon nom, mon prénom. Mais je n'ai jamais, enfin, si je puis dire, donné rien d'autre en termes d'identité. C'est-à-dire que Jean Clavreul ne connaissait pas mon adresse, ne connaissait pas mon numéro de téléphone. Donc, moi, j'ai fonctionné pendant toute l'analyse comme ça. C'est-à-dire que c'était moi qui l'appelais, mais lui, il n'avait aucun moyen de me contacter. Donc voilà, je trouve que ça m'a toujours, même au moment même, ça m'a toujours étonnée, mais ça m'étonne encore plus aujourd'hui, parce qu'on est tellement obligé de donner ses coordonnées partout, tout le temps, que là vraiment c'était... C'est pour ça que ça me fait penser aussi à la liberté, c'est-à-dire que c'était aussi la liberté d'être juste une personne qui a un nom et un prénom, et puis qui a des rendez-vous dans le carnet de l'analyste, 3 fois par semaine. C'est quelque chose d'assez exceptionnel, je trouve, d'exister comme ça dans l'agenda de quelqu'un d'autre et d'avoir sa place. C'est une façon d'avoir sa place. Alors je le voyais dans son fauteuil assis, massif comme ça, et je me disais mais c'est pas possible, il passe sa vie dans son fauteuil. D'ailleurs certaines personnes me le disent aussi quand elles reviennent la 2e ou la 3e fois dans la semaine. Elles me disent j'ai l'impression que vous êtes resté là depuis la dernière fois. Et je me disais mais enfin comment, il est quand même déjà âgé puisque je l'ai connu les 15 dernières années de sa vie dans le cadre professionnel. Et je me disais, mais comment il fait pour rester assis comme ça toute la journée? Bon, un jour, j'avais des crises de sciatique. Enfin, ça n'a pas grand intérêt, si ce n'est que ça m'empêchait de marcher. Donc, je suis venue quand même. Et en repartant, j'ai mis une demi-heure entre la place des Vosges et la place de la Bastille. Et la fois suivante, lorsque je suis revenue, je lui ai dit, vous savez, j'ai mis une demi-heure. Et il m'a dit, mais enfin, il fallait rester vous reposer. Et c'était quelque chose d'extraordinaire pour moi d'entendre mon analyste qui me disait ça. Alors que pour moi, aucune espèce de raison ne devait me faire rater une séance d'analyse. Surtout pas une raison de ce genre. Et tout d'un coup,
il a aussi, par son attitude et par son attention, il m'a fait changer dans mon regard sur le corps. Et j'ai réalisé qu'au fond, j'étais venue le voir à un moment où j'en pouvais plus, où mon corps n'en pouvait plus de cette immobilité, et où, pour me tenir assise, il fallait que j'ai une pratique silencieuse, et en même temps qui n'occupait pas du tout mon esprit. Et pendant quelques mois, en tout cas avec certains patients, je faisais de la broderie en fait, du point de croix. Donc c'était très discret, personne ne s'en est jamais rendu compte. Et moi, c'était une manière de me tenir assise tout en ayant une attention vigilante à ce qui m'était dit. Et je suis arrivée dans ce contexte-là. Et je me suis dit, est-ce que je lui dis, est-ce que je lui dis pas? Parce que c'est quand même un peu... je sais pas comment dire, mais c'est pas banal. Et bien entendu, je lui ai dit, et il m'a dit, mais je sais plus, enfin il a opiné. Il a eu l'air de trouver ça tout à fait audible. Et d'ailleurs, je pense que sa bienveillance et son côté chaleureux, sans être trop proche, venait sans doute, enfin c'est comme ça que je me raconte l'histoire, d'une grande liberté personnelle. Donc comme il avait pris cette liberté-là, il la laissait aux autres. Et c'était simple. Il y avait une manière de jeter ses cigarettes dans la cheminée avec, comme ça, une espèce de geste, un dédain. Ouais. Cette grande cheminée, là. C'est un lieu, un espace de liberté que tu retrouves nulle part ailleurs. Au début, j'étais assise en face à face. Après, je me suis allongée, et puis quand la colère montait, je gueulais. Mais m'est arrivé une fois de sortir de chez lui, j'étais à faune, tellement j'avais gueulé. Et je pouvais me lever, je faisais mes séances comme ça, un peu n'importe comment. Je me levais, j'allais près de la fenêtre, je disais rien. Il disait rien, il acceptait. Il acceptait tout, voilà, enfin tout. Il n'y avait pas de rigidité chez cet homme, on sentait que c'était intérieurement un espace de liberté qui avait aussi chez lui. D'ailleurs, la salle d'attente en disait long là-dessus, avec toute cette végétation, ces animaux, ces oiseaux de toutes les couleurs en pleine liberté, voilà, ça donnait le ton. Il soutenait tous les projets, les désirs. J'avais des tas de projets, notamment, par exemple, faire une expérience pendant que mes patients parlaient, dessiner. Pour dire quelque chose de sublimation, de dire quelque chose sans des mots et dessiner. Jamais il m'a dit, mais enfin... il ne faut pas le faire du tout, ça l'intéressait, j'ai emmené les dessins, etc. Jamais, il poussait tout ce qui était de l'ordre du désir, il le poussait. Alors est-ce qu'il faisait ça spécialement avec moi ou avec tout le monde, j'en sais rien. En tout cas, pour moi, c'était comme ça. Et c'était très important. Jamais il ne m'a dit « mais allez-y, lancez-vous », bien sûr. Mais jamais il ne m'a dit le contraire non plus. Et c'est difficile de dire à quel signe j'ai pu sentir ça, mais je crois qu'il m'a aidé à construire ce que j'avais envie de faire, à aller chercher ce que j'avais envie de devenir.
Parce que j'avais envie de quitter aussi. Parce que je le supportais pas. Je crois qu'il m'a aidé à couper des liens qui m'enfermaient. Donc quand je parle de la recherche de la liberté, c'est aussi ça. C'est-à-dire d'oser devenir ce qu'on a envie de devenir et de faire des pas, enfin, même dans l'inconnu, en étant suffisamment à la fois confiant en soi et en même temps pas kamikaze et conscient des risques. Mais voilà, j'ai beaucoup senti d'encouragement chez lui, tout le temps, dans tous mes projets. Et ce que j'ai énormément apprécié, que je trouve très difficile, que pour ma part j'arrive absolument pas à faire, c'est qu'il n'a jamais été pédagogique. Jamais, jamais. Il m'a jamais dit c'est ça qu'il faut faire ou c'est ça qu'il faut pas faire. Il n'a jamais mis d'étiquette sur les patients dont je lui parlais, sur la manière que j'avais de parler. Et malgré tout, par son écoute, ses petites phrases qui avaient l'air de rien, il a fait passer l'essentiel. Et c'est quand même très fort de transmettre quelque chose sans être pédagogique. Et il m'a laissé patauger. Ça me fait rire maintenant. Mais je me suis rendu compte, par exemple, que j'avais une patiente qui pourrait être qu'on pourrait étiqueter comme psychotique. J'ai dû mettre 4 ou 5 ans à m'en rendre compte. Il faut dire qu'elle sait y faire pour se cacher. Mais et à aucun moment, Jean Clavreul ne m'a dit « Mais enfin, est-ce que vous vous rendez compte que ?» Au contraire, il me disait « Mais continuez, mais surtout ne faites rien. La chance, c'est que vous ne faites rien. » C'est-à-dire que je n'interviens pas. Il ne faut surtout pas intervenir. Quelquefois, il faut s'accrocher. Ouh là là, c'est dur ce métier. Quand les gens se tailladent, quand les gens se font souffrir de toutes les façons possibles, il faut rester comme ça de marbre, parce que ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est d'arriver par l'écoute, et puis par, je crois, c'est ça aussi que j'ai appris avec lui, c'est cette espèce de solidarité, je ne sais pas s'il aurait aimé le mot, mais simplement d'humanité, le fait qu'on est deux dans la même pièce, qu'on est deux de l'espèce humaine, et que finalement il y en a un qui va mal. Et on essaye par le langage, par la langue, de récupérer quelque chose pour aller mieux. Que l'autre arrive à trouver des mots sur lesquels il va pouvoir s'appuyer un peu pour arrêter de souffrir et que la vie devienne vivable. Une chose que j'ai apprise avec Clavreul, ça concerne le transfert. Parce que je croyais avoir une bonne idée du transfert avec la première et la deuxième analyse que j'ai faite. Bon, la première analyse, ça me paraissait tout à fait évident, dans la mesure où le psychanalyste, mon premier psychanalyste, étant décédé comme ça subitement, j'en ai été absolument chagrinée. Je pleurais le jour, la nuit, pendant des jours. Et je mettais ça sur le compte du transfert, évidemment. Donc je croyais avoir une bonne idée de ce que c'était que le transfert. Dans la deuxième analyse, ça s'est passé un petit peu de la même façon. C'est-à-dire que j'éprouvais vis-à-vis de mon analyste les meilleurs sentiments qui soient, avec beaucoup de confiance. Et puis aussi, cet analyste m'avait un jour fait le diagnostic de ma structure, en quelque sorte. Et je faisais complètement confiance à ce diagnostic-là. Et c'était une espèce de transfert sur du savoir, sur un signifiant maître. Et voilà, complète confiance. J'étais de structure machin. Bon, alors qu'avec Clavreul, il n'y avait rien de tout ça. Je veux dire que du côté
du côté de l'affect, des émois, des sentiments, de l'ambivalence des sentiments, etc., il était possible de tout dire. Il l'entendait, il l'écoutait, mais il ne l'utilisait jamais. Si je suis allée faire cette démarche-là, c'est qu'à un moment donné, j'étais dans un état de faiblesse et donc de vulnérabilité. Et je trouve qu'avec le recul, d'ailleurs je l'ai vécu comme ça tous les jours, enfin à chaque séance, mais jamais je n'ai eu l'impression d'être utilisée, manipulée, voilà, ou d'avoir affaire à quelqu'un qui jouait du pouvoir qu'il savait avoir sur moi. Et au contraire, je pense qu'avec le temps, on a souvent parlé de ça, de la place de celui qui sait, de celui qui ne sait pas, etc. Et je pense que vraiment, l'analyse, c'est un pas de deux, c'est-à-dire on est deux à savoir, mais on ne sait pas les mêmes choses, ou pas en même temps. Et moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je pouvais, moi, dans une séance, vraiment faire un vrai travail, il était très content de voir que quelque chose se faisait, qu'il y avait une sorte de transmission qui était à l'œuvre. Alors, comment je savais qu'il était content, bien évidemment, il ne me l'a jamais dit, mais à la façon dont on se quittait, dont il se levait en disant bon, avec de l'énergie et puis un grand sourire, je savais qu'on avait fait du bon travail. Il y avait des séances parfois dont j'étais pas du tout satisfaite, soit parce que je m'ennuyais, soit parce que je trouvais que ça n'avait pas avancé, ou que j'avais été à côté de la plaque, j'avais pas réussi à dire ce que j'avais à dire, ou je l'avais mal dit. Puis il y a eu des moments, des séances vraiment de découverte assez extraordinaire. Enfin, le fait simplement de dire et de parler, voilà, il y a des choses qui se mettaient en place, qui s'éclairaient. C'était presque éblouissant parfois, avec des interventions de Jean Clavreul toujours très limitées, mais incroyablement précises et percutantes. Voilà, donc un petit tour de clé et hop, voilà. Tout d'un coup, il y avait quelque chose qui s'éclairait. Alors, bon, ça n'arrivait pas à chaque fois, hein. De temps en temps, il posait une question. Enfin, non, c'était pas une question. Il soulignait, il relevait une intonation, un mot. Et je me disais que il fallait que j'explique, que je raconte. Alors j'essayais d'expliquer. Et puis je m'emberlificotais, j'expliquais rien du tout. Et puis je comprenais plus rien. Et puis il y avait toujours quelque chose qui venait démentir, je dirais, le discours officiel que j'avais fait avant, que j'avais voulu corroborer par mon explication. Hein. Et puis, ça a continué encore un petit peu comme ça. Et je veux dire, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est que chaque fois, je m'en suis rendu compte évidemment pas sur le moment, mais après coup, chaque fois que je disais quelque chose qui était effectivement je dirais une parole subjective, hein, quelque chose qui a à voir avec l'inconscient, ce qui pour la psychanalyse est quand même la moindre des choses, hein. Eh bien, il disait oui. Et des fois, il disait oui, je disais ah mais non, c'est pas ce que je voulais dire. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte à quel point je tenais à ce oui. Et j'ai eu envie aussi de lui en parler. Je me suis dit, si je lui en parle, il va arrêter de dire oui. Est-ce qu'il fait exprès de dire oui? Est-ce que je sais pas quoi? Et puis finalement, j'en ai parlé. Et puis ça l'a pas empêché de travailler comme il le faisait tout le temps. Et là encore, c'est bien après coup que j'ai pu me rendre compte que ce oui, c'était un oui un oui au sujet. C'était un transfert très très fort. Mais je crois que
qu'il avait cette capacité-là, lui, d'avoir un transfert fort. Parce qu'il était authentique, il jouait pas. Il jouait au cageux. Tu viens rencontrer un analyste, tu viens rencontrer un sujet, pas une tombe. Quelqu'un qui parle pas, qui trafique tous ses gestes, qui contrôle tout. Ça fout le transfert dans un certain sens. Mais quand tu accueilles l'autre avec la plus grande simplicité, sans jouer, sans essayer de t'attraper ou de faire des compliments, comme c'est souvent le cas, oh ben non, c'est pas si mal que ça finalement. Lui, il y allait dans le trash, direct. Il n'était pas dans un truc de séduction ou de biaiser quoi que ce soit, ni de jouer un jeu. Tu le voyais là réagir avec ses onomatopées là. Waouh. Vous direz, eh ben alors, tu parles pas, il y a 10 minutes, 10 minutes de silence, ça arrive dans une analyse. Eh ben alors, il était là présent, il venait chercher, ponctuer, quand je dis la chaîne signifiante, ponctuer ce que tu dis, il venait chercher tes mots. Oui, mais il portait. Tu peux pas le faire en jouant, ça. Il te faisait accoucher. Des choses. Vous voulez dire quoi par là, hein? Qu'est-ce que vous voulez dire là, hein? Voilà. Alors. Et alors? Oui, il cherchait comme ça. Et ça sortait. Je suis allée place des Vosges pendant presque 15 ans. Donc c'est quelqu'un qui me connaissait très très bien. Probablement beaucoup mieux que d'autres personnes qui pensent bien me connaître aussi. Et en même temps, c'est difficile de mettre un mot sur ce que c'est que cette bizarrerie de la relation. Parce que je me sentais attendue, accueillie. Je pouvais être complètement libre dans cet espace, dans cet endroit et dans cet espace-temps. Et puis en même temps, il y a toujours une forme de distance avec l'analyste. Même si avec le temps, les choses ont quand même bien évolué, c'est-à-dire je me suis sentie de plus en plus proche de lui. Mais c'est pas de la sympathie, c'est pas non plus de l'empathie. Je sais pas trop ce que c'est, cette relation étrange. Freud disait, je crois que c'est quelque chose de presque un gros mot de parler comme ça maintenant. Freud disait qu'il fallait aimer ses patients, mais bien sûr. Donc on ne les aime pas du tout comme on aime quelqu'un d'autre dans la vie. Je veux dire, c'est un genre d'amour très particulier, qui est un amour transférentiel. Mais bien entendu qu'on les aime, parce que si on ne les aimait pas, on ne pourrait pas les écouter comme ça pendant des années et essayer de rester actif et surtout créatif dans l'écoute. Donc il faut beaucoup de courage, d'autant plus qu'il y a des... Enfin, Jean Clavreul, pour moi, c'était un exemple justement de droiture, de stature très posée, comme un roc un peu, et de courage. Et quand il m'a dit, enfin j'ai eu l'occasion bien sûr de lui parler des analyses que je faisais, et pour certaines d'entre elles, il m'a dit, mais peut-être que cette personne viendra vous voir toute votre vie. Et le jour où il m'a dit ça, j'ai cru que j'allais m'effondrer. Heureusement que j'étais assise dans son fauteuil. Parce que je me suis dit non, c'est pas ça que je veux moi, mais pas du tout. J'étais partie avec l'idée de la psychanalyse comme une sorte de remise, de dénouage qui permettait de remettre de l'air et de la vie, tout simplement. Mais c'est ça d'ailleurs. Et parfois, le dénouage n'est possible que très 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 petit à petit ou que très peu. Et c'est la personne même de l'analyste qui est garante de quelque chose. Et ça, je trouve ça très très dur. Je me souviens de la séance où je lui ai dit, mais moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Il m'a dit, mais c'est trop tard. Vous êtes dedans. Et on ne peut pas lâcher quelqu'un quand il nous a choisis en quelque sorte. Et qu'en fait, on s'est engagé.